Bonjour à toutes et tous. Voilà un nouveau midi de l'IREMO en présentiel, comme on dit maintenant. On est bien content de retrouver un peu de la chaleur de la salle. Le Zoom, c'est bien, mais c'est un peu froid quand même. Je suis en particulier très, très heureux d'accueillir Bertrand Badi. C'est un peu un exercice compliqué pour moi parce que ça fait 13 ans que je co-dirige avec Bertrand la publication collective qui s'appelle L'État du Monde. Tu as bien résisté. J'ai résisté, voilà, toi aussi. Oui. Jusqu'ici, publié à la Découverte. C'est d'ailleurs la 40e édition qui vient de paraître et qui porte sur la France puissance contrariée. J'ai donc pu, au premier rang, je dirais, suivre l'approfondissement de la pensée de Bertrand sur l'évolution des relations internationales depuis la fin de la guerre froide. Bertrand est... N'écoute pas, ça va te gêner. C'est un des rares chercheurs, un des très rares ah oui, ça chercheurs, commence mal, effectivement. Qui est travaillé à une vision globale du monde contemporain, avec l'ambition, c'est une grande ambition, d'élaborer de nouveaux paradigmes, on peut même dire une nouvelle grille de lecture, plus adaptée à la réalité de notre époque. Je le rappelle, pas pour faire une citation de tous ses livres, mais parce que c'est une progression dans sa pensée. Il y a eu Le Temps des humiliés, chez Odile Jacob en 2014. Je ne suis pas remonté au 19e siècle. Hein. Moi, j'étais pas né. Hein. Bon, voilà. Ensuite, il y a eu Nous ne sommes plus seuls au monde, à la Découverte, en 2016. Quand le Sud réinvente le monde, la Découverte 2018. L'hégémonie contestée, Odile Jacob 2019. Et Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique, c'est son sous-titre, aux éditions du CNRS en 2020. Et Bertrand vient de publier donc Les puissances mondialisées. Il s'agit au fond de déployer la grille de lecture qu'il a élaborée au fur et à mesure de tous ses livres pour imaginer sa mise en œuvre au service d'une ambition nouvelle qui est celle de la sécurité globale, de la sécurité internationale. Je résume de manière extrêmement schématique la pensée de Bertrand. Il m'en voudra pas, puis il a le temps après pour corriger et améliorer ce que je vais dire. Donc la puissance n'est plus la puissance. Les émergents chient en tête, ébranlent l'hégémonie de l'Occident. Mais surtout, les sociétés s'invitent à l'ordre du jour. Et tout cela fait un monde radicalement différent. C'est pour ça qu'avec un tout petit clin d'œil à une chanson connue de certains d'entre vous, sans doute, on a titré cette séance « Le monde a changé de base ». Il va changer de base, il a changé. C'est vrai que nous ne sommes rien. Et nous ne sommes rien. Et surtout, ni César, ni tribun, voilà. Au fond, le sous-titre de ce dernier livre, « Repenser la sécurité internationale », c'est le fond de ce que nous allons écouter et débattre avec Bertrand. Avant de lui donner la parole, je rappelle qu'il est professeur émérite à Sciences Po, émérite et plein de mérites, voilà, et chercheur associé au Centre d'études et de recherche internationale, le CERI, auteur des livres que j'ai cités. Donc, Bertrand connaît la règle du jeu. Tu as 30-40 minutes quoi, pour un peu présenter ta vision des choses. Et puis ensuite, on aura une petite heure donc, pour en débattre ensemble. Vous pourrez lui poser des questions. J'en ai peut-être une ou deux au passage. Et nous arriverons comme ça jusqu'à 14h. Merci. C'est à toi. Merci Dominique. Merci de ces propos introductifs sur lesquels plane l'amitié qui nous lie depuis déjà un certain temps. Et puis, merci d'être venu, de participer à cette rencontre qu'effectivement, il est bien agréable de sentir en présentiel, c'est-à-dire de retrouver enfin l'humain. Retrouver l'humain, c'est un peu
le but que je m'étais fixé dans mes recherches en relations internationales depuis bien longtemps. Vous savez, quand j'étais étudiant, très très peu de temps, je ne sais pas pourquoi quand je dis ça, tout le monde rigole. Quand j'étais étudiant, il y a une chose qui me frappait en relations internationales, quand je suivais les cours de relations internationales, quand je lisais certains auteurs que je ne citerai pas pour pas entraîner des polémiques, c'est tout paraissait humain dans cette vie sociale agitée d'époque de mes études, c'est-à-dire 68 et post-68, sauf les relations internationales. Les relations internationales étaient totalement déshumanisées. L'humain disparaissait complètement. Les relations internationales, c'est le choc des États, c'est le choc des puissances, c'est le rapport de force, c'est le rapport de puissance, c'est des questions diplomatiques, c'est le diplomate et le soldat, mais on ne voit jamais l'être humain. Et je me dis, mais enfin, au nom de quoi, l'humain serait naturellement présent partout, sauf dans le domaine des relations internationales? Au nom de quoi peut-on faire disparaître par un coup de baguette magique, mais en fait plutôt un coup de baguette réaliste, la réelle politique, ou un coup de baguette géopolitique, la dimension humaine des relations internationales? Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé et que j'ai essayé au fil des temps de comprendre. Et alors, c'est très compliqué parce que si on essaye de comprendre ce phénomène, on est tout de suite confronté à une contradiction qui est très embarrassante du point de vue analytique. La contradiction, c'est que, effectivement, l'humain n'apparaît pas dans la production des politiques étrangères, qui sont des politiques étrangères qui correspondent à des lois d'airain de la puissance. Mais pourtant, l'humain, de plus en plus, s'invite de lui-même dans le jeu international. C'est pas devant Dominique et devant Leïla aussi que je dirais comment la question palestinienne ressurgit au fil des temps grâce à l'humain et contre les États et la puissance. Ce qui est quand même l'expression de la vraie nature de l'international, où l'humain arrive toujours à se rappeler au bon souvenir des États lorsque les choix diplomatiques d'État consistent à mettre sous la table un dossier embarrassant. Et regardez l'Afghanistan. Moi, c'est quelque chose qui m'a profondément choqué. On était en plein mois d'août, fameux 15 août 2021. Alors, vous aviez tout un tas de commentateurs qui vous disaient « mais le retrait américain, ça va faire le jeu de la Chine et de la Russie. Le Qatar est le grand bénéficiaire. La Turquie va se débrouiller pour avoir sa partie. » Et les Afghans? Vous y avez pensé, aux Afghans? Les Afghans, c'est quand même 38 millions d'humains, dont 15 millions ne mangent pas à leur faim. C'est un taux de mortalité maternelle qui est absolument faramineux, c'est-à-dire 600, plus de 600, bon, presque 700 maintenant, alors que, pour vous donner un point de comparaison, l'Italie, c'est 2. La France, qui fait moins bien, c'est 8. L'Afghanistan, c'est 700. Alors, ce qui est un véritable drame humain et social dont on ne parle pratiquement pas. Et quand on parle de l'humain à propos de l'Afghanistan, ça me fait penser à un certain président de la République, je ne dirais pas lequel, par obligation de réserve d'anciens fonctionnaires. Il vous dit, mais le problème, c'est que ça va créer des flux migratoires et je suis là pour veiller à ce que ça ne vienne pas vous embêter. C'est extraordinaire. La dimension humaine de la question afghane apparaît tout d'un coup et c'est tout de suite pour dire, mais rassurez-vous, ça ne vous atteindra pas. Bon. Ils ne pourront plus transférer leur argent, c'est bon. Ça, c'est du Montebourg. Oui. Ah oui, non, mais c'est autre chose. C'est Montzemmour. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons maintenant 4 candidats d'extrême droite. Bon, voilà. Oui, il faut compter. Je suis arrivé à 4. Et alors, pour ce dernier livre, Les puissances mondialisées, je ne vous dis pas trop ce qu'il y a dedans, parce que sinon vous ne l'achèterez pas. Donc, mais j'essaye de créer le désir, si j'y arrive. J'ai essayé de me battre sur le terrain de l'ennemi, enfin de l'ennemi scientifique, c'est-à-dire celui de la sécurité. Parce que ce qu'on m'opposait comme argument lorsque j'essayais de construire cette sociologie des relations internationales, lorsque j'essayais de produire ce concept bizarre d'intersocialité, pour dire, mais vous savez, notre monde est de moins en moins international et de plus en plus intersocial, on me disait toujours,
Bon, ça, c'est des propos d'universitaires. Les universitaires ont le droit de dire ce qu'ils veulent parce que de toute façon, ils comptent pas. Ça, c'est votre côté professeur tournesol. Nous, c'est la sécurité. Et là, la sécurité, ben, on peut pas tricher avec elle. Elle a ses lois objectives. Alors je me dis, ben, travaillons sur le concept de sécurité. Ce dernier livre, je voulais l'appeler, ce qui est le vrai sujet de mon travail, sécurité globale. Bon. Et lorsque j'ai commencé, à la faveur du deuxième confinement, à prendre ma plume pour écrire mon livre, Sécurité globale, dont le projet avait été accepté par Odile Jacob, voilà que j'apprends par la télévision que deux parlementaires extrêmement bien documentés des affaires du monde ont déposé une proposition de loi de sécurité globale. Vous vous rappelez, c'était l'automne dernier. Et je me suis dit, tiens, c'est formidable. Voilà des parlementaires qui connaissent ce que c'est que la global security. Et j'apprends que la proposition de loi sur la sécurité globale, c'est pour garantir la sécurité des policiers. C'est extraordinaire. Alors, mon éditeur a dit, mais vous ne pouvez plus appeler ça sécurité globale, ça va créer un malentendu. J'ai dit oui. Alors du coup, je l'ai appelé les puissances mondialisées. J'espère avoir le temps de vous expliquer pourquoi je l'ai appelé les puissances mondialisées, ce qui est devenu un concept important à mes yeux. Mais j'ai fait un petit retour sur la sécurité. Je me suis aperçu, mais que tous ces mots qui jalonnent les politiques étrangères officielles, sécurité, sécurité nationale, intérêt national, rapport de force, rapport de puissance, souveraineté, et on pourrait encore en ajouter, faisaient sens dans notre histoire, je vais y revenir dans un instant, mais ne font plus sens aujourd'hui. C'est ça que je plaide, c'est que tout ce vieux vocabulaire doit être effacé, et c'est là l'ambiguïté que je veux expliciter dès le départ, c'est que ils ne font plus sens par rapport à ce que le monde est devenu, mais ils font encore sens par rapport aux politiques étrangères que les États continuent à produire. Et voilà l'hiatus. C'est-à-dire que nous avons des politiques étrangères qui sont réglées sur un modèle ancien, qui non seulement vénère la sécurité, mais rend impossible l'humanisation des relations internationales, alors que la réalité du jeu international, c'est sa socialisation, c'est sa transformation, qui rendent caduques, fameux concept bien connu, les concepts classiques, et tout ceci expliquant pourquoi les politiques étrangères n'ont plus aucune prise. Je dis bien aucune prise sur le jeu international actuel. Voilà, si vous voulez, la thèse. Alors, comment expliquer ça? Revenons en arrière. Nous sommes au tout début du XVIIe siècle. Nous sommes tout au début du XVIIe siècle. Rassurez-vous, on va très vite revenir à l'actualité. Et une dame est enceinte en Angleterre et attend un bébé qui va devenir un très grand homme. C'est Madame Hobbes, mère. Et les historiens nous rapportent cette chose qui m'a beaucoup touché. C'est que Madame Hobbes, mère, quand elle attendait le petit Thomas, était terrifiée à l'idée que les vaisseaux de Philippe II allaient débarquer en Angleterre avec l'invincible armada. Il paraît qu'elle avait une peur panique. Et que cette peur panique, psychanalytiquement, a été transmise à son fils, qui a considéré que la sécurité était le seul véritable enjeu qu'il convenait de traiter. Et lorsque Thomas Hobbes a écrit son fameux ouvrage, qui est la grammaire de nos relations internationales, et qui est à la base de l'invention du système international moderne, il a placé comme concept clé, au centre de sa construction, l'idée de sécurité. Alors ça vous paraît évident tout ça, parce qu'on l'a appris, parce qu'on l'a psalmodié, parce qu'on a passé des examens là-dessus, mais réfléchissons une seconde, c'est pas évident du tout. Pourquoi faudrait-il
que ce qu'a dit Hobbes en créant notre modernité politique, à savoir que la politique, c'est la prestation de sécurité. Pourquoi voulez-vous que la politique soit de la prestation de sécurité? Et si je vous disais, non, moi je trouve que la politique, c'est la prestation de la solidarité. Et si je vous dis, pour moi, la politique, c'est la prestation de la paix. Pour moi, la politique, c'est la prestation de la redistribution. Il y a quantité de définitions possibles. Elles ont toutes été englouties dans la modernité politique. Et cela a produit cette première étrangeté qui est que la politique est considérée comme synonyme de prestation de sécurité. D'où, vous connaissez bien le modèle hobbesien du contrat social, du pacte social. Hobbes nous dit « tout individu est angoissé par les menaces, par les risques insécuritaires, donc le souverain est là pour le protéger de ces risques. Et donc, fameuse formule, l'individu abandonne une part de sa liberté entre les mains du souverain pour obtenir en échange de la sécurité. » Et c'est comme ça que se crée l'État moderne. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Si le monde est fait d'une juxtaposition de souverains... Alors j'ai posé la question l'autre jour à M. de la Palisse. Je lui ai dit, mais, cher M. de la Palisse... Aussi, hein. Oui, comment? Tu le connais aussi. Ah oui, ça fait une vieille histoire, lui et moi. Hein. Et c'est plus le 19e siècle, comme tu disais tout à l'heure. Et je lui dis, mais enfin, si le monde est composé d'une addition de souverains, personne ne peut donner d'ordre aux souverains. Ah, il dit, formidable, j'aurais dû y penser avant. Par définition, un souverain n'a à obéir à personne. Et donc, dans la pensée de Hobbes, apparaît l'idée que lorsqu'il y a des différends entre souverains, quelle est la seule solution pour régler ces différends? La guerre. Et n'oubliez pas que la philosophie occidentale moderne du politique a fixé, peut-être à tout jamais, l'idée que la guerre est nécessaire, voire fonctionnelle, pour régler les problèmes entre les États. On a quand même inventé dans notre Renaissance occidentale la plus grosse des monstruosités qui consiste à dire la guerre, c'est une fonction du système international et la paix, ça n'existe pas. Vous savez que pendant 300 ans, personne n'a cherché même à définir ce qu'était la paix. La paix, c'est la non-guerre, c'est l'entre-deux-guerres, disait Raymond Aron. Bon. Et donc, si on veut éviter quand même la guerre généralisée, tout le temps de se taper dessus, eh bien, il faut, et ça c'est le concept devant lequel s'inclinent tous les internationalistes, en tous les cas occidentaux, il faut créer un rapport de puissance. Voilà, c'est le logiciel de notre monde, ce rapport de puissance. Si Dominique est plus fort que moi, il va avoir envie de m'attaquer. Et moi, il faudra que je subisse sa domination. Si je suis plus fort, alors là, je ne vais pas hésiter, je vais l'attaquer. Mais si nous sommes tous les deux de poids égal, qu'est-ce qui va se passer? Personne n'osera attaquer l'autre. Et donc, sort ce théorème qui fait foi de toute l'histoire des relations internationales depuis, c'est le rapport de puissance qui mène le monde. J'ai entendu encore récemment d'éminents ambassadeurs français nous dire cela, c'est-à-dire, voilà, tout est question de rapport de puissance. Ah ouais? Ah ouais? Donc à Kaboul, en 2021, c'est un rapport de puissance. C'est-à-dire que les talibans étaient plus forts que les Américains. Bon. À Dien Bien Phu, c'est un rapport de puissance. C'est-à-dire que Diap était plus fort que l'armée française. À Alger, en 62, c'est les Algériens qui étaient plus forts que les Français. Il y a un truc qui ne va pas. Et alors, qu'est-ce qui ne va pas dans tout ça? Ce qui ne va pas dans tout ça, c'est trois grandes ruptures. Trois grandes ruptures qu'on n'a pas vu passer parce que le théorème des relations internationales a empêché de les voir passer. Première rupture, c'est la décolonisation. La décolonisation a inventé presque, j'allais dire théorème, mais il ne faut pas exagérer, ce paradigme nouveau qui consiste à dire, dans beaucoup de contextes, le faible a plus d'atout que le fort. Ça, c'est intraduisible en langue occidentale. C'est-à-dire la weakness politics. Quand on le dit en anglais, ça impressionne davantage. Weakness politics. C'est-à-dire, il y a dans la faiblesse des ressources que le puissant n'a pas. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais tiré les leçons de Dien Bien Phu ou d'Alger.
il y a là quelque chose d'absolument fondamental. Le deuxième élément, ça a été la dépolarisation. Deuxième grand moment, pourquoi la dépolarisation? Parce que la dépolarisation a montré que la puissance était puissante quand on avait en face d'elle la puissance. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais qu'à partir du moment où la puissance n'avait pas son vis-à-vis, elle perdait de son sens. Et elle perdait de son efficacité, elle perdait de sa pertinence. Et ça aussi, c'est quelque chose que les stratèges américains n'ont pas vu venir, considérant en 1990, lorsque Gorbatchev a dit « nous ne sommes plus intéressés à la compétition avec vous », considérait qu'on entrait dans ce monde unilatéral. Et si vous vous rappelez, les plus anciennes et les plus anciens d'entre vous, comme moi, cette année 1990, on dit « unipolar system », on est entré. Puis très vite, on a effacé le terme, parce que le unipolar system, on en a eu l'illusion avec l'opération Tempête du désert, mais en fait, ça n'avait rien à voir avec la puissance américaine, l'opération Tempête du désert. Et puis on a commencé à chanter avec la conférence de Madrid, qui a été un fiasco, malgré l'investissement que la diplomatie américaine mettait là-dedans. Puis alors après, il y a eu les Balkans, et puis tout un tas de choses qui se sont révélées beaucoup plus compliquées que ça. Et donc, on n'a pas compris que le canon marche contre le canon, mais qu'il ne marche pas face à quel... Pardon ? S'il n'y a plus de canon. Je vois que tu me suis. Eh oui. Ah, c'est formidable. Ça fait 13 ans. Et enfin, la troisième rupture, qui n'est pas une rupture parce que ce n'est pas un événement cette fois-ci, c'est la mondialisation. Et ça, vous savez, la mondialisation, c'est le parent faible de toute notre sociologie des relations internationales, parce que tout le monde en parle et personne ne sait ce que c'est, la mondialisation. Vous savez qu'il n'y a pas de définition de la mondialisation, pas de définition recevable, en tous les cas, qui fasse consensus dans la communauté scientifique. Alors, quand on n'a pas de définition, on sort les symptômes. Et on sait de la mondialisation 3 symptômes qui vont tout casser de la théorie classique des relations internationales. Et ça aussi, on ne veut pas le dire. Premier symptôme, c'est l'inclusion. L'inclusion, ça veut dire pour la première fois depuis Adam et Ève, nous sommes dans un monde où tout le monde est sur le même bateau. À quelques exceptions près. Les Palestiniens, les Kanaks, les Kurdes, je sais pas. Bon. Enfin, en principe, tout le monde est sur le même bateau. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a inventé avec la mondialisation un système social, qui est le système monde, qui est le plus inégalitaire qui n'ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Vous savez que l'indice Gini, qui est un indice qui permet de calculer le degré d'inégalité, qui va de 0 à 1, 1 c'est absolument épouvantable, 0 c'est au contraire l'égalité absolue, au niveau mondial est de 0,65, ce qui est absolument énorme. Entre un centrafricain dont le PIB par habitant et par an, pardon, excusez-moi, hélas, c'est pas par jour, est de $600 et un luxembourgeois $110 000, ben, si vous auriez ça dans la même pièce et dans la même société ou dans la même nation, ça exploserait. Et ce que l'on n'a pas vu venir, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'à partir du moment où on passait à cette mondialisation inclusive, les enjeux sociaux internationaux devenaient plus déterminants sur l'agenda international que les enjeux géostratégiques ou géopolitiques. Et ça, d'un double point de vue. Non seulement les enjeux sociaux étaient les enjeux les plus létaux de notre monde contemporain. N'oubliez pas, la faim dans le monde, ça tue 10 millions de personnes. Hein, c'est-à-dire l'équivalent de 8 attaques sur le World Trade Center par jour. Le dérèglement climatique, ça tue 8 à 10 millions de personnes. Bon, le terrorisme, ça tue entre 10 et 40 000. Et 90% au sud. Hein, quand même pas l'oublier. Bon. Donc, non seulement la létalité la plus forte aujourd'hui, ce qui menace l'humanité, c'est des enjeux de nature sociale et non géopolitique, mais ces enjeux sociaux tuent une deuxième fois parce que ce sont ces enjeux sociaux qui sont à la racine de la conflictualité contemporaine. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre le conflit sahélien sans le rattacher prioritairement
aux facteurs sociaux qui viennent le structurer. C'est-à-dire, sans comprendre la désertification qui frappe le Sahel, l'appauvrissement, la compétition de plus en plus aiguë entre éleveurs et cultivateurs ou entre cultivateurs entre eux, si vous ne comprenez pas les effets inductifs de la crise sanitaire qui sévit, et pas seulement à cause du Covid, ni principalement à cause du Covid dans le Sahel, ben vous ne comprenez pas la crise sahélienne. Donc, c'est un nouveau monde qui est en train de naître, et je vous disais 3 symptômes pour la mondialisation: l'inclusion, l'interdépendance. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où tout le monde dépend de tout le monde, et même réciproquement. Hein. Ce qui signifie quelque chose d'extraordinairement important, c'est que le jeu souverain n'est plus possible. Là aussi, j'ai rappelé M. de la Palisse. Je lui ai dit, mais si le monde est interdépendant, il est plus souverain. Ah, mais, bien vu. Bon. Ben oui, mais si vous voulez gagner des voix sur le marché électoral, vous dites souverain, souverain, souverain. Et ça marche. Et puis enfin, troisièmement, la mondialisation, c'est la mobilité. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement important, parce que toute notre grammaire des relations internationales, elle est fixiste, elle est statique. État et statique, c'est la même racine, ne l'oubliez pas. Et donc, tout est territorialisé. Alors que nous sommes entrés dans un monde qui avance de par l'effet de sa déterritorialisation. Et là, il y aurait énormément de choses à dire. D'abord, pour admettre que les migrations sont banalement l'avenir du monde. On a besoin, maintenant, pour faire tourner ce monde, de migration. Mais aussi pour des choses beaucoup plus profondes. C'est-à-dire que tout est à saisir et comprendre dans la mobilité. Le virus lui-même. Des travaux très, très intéressants récemment publiés par l'Université d'Arizona et de Sud-Californie nous expliquent comment un virus ne naît pas. Donc la question de savoir s'il est né en Chine ou ailleurs n'a strictement aucun intérêt. Un virus, c'est une mutation perpétuelle. C'est-à-dire nous sommes dans une mobilité perpétuelle. Ce qui, j'y reviendrai tout à l'heure, dans le temps qui me reste, vient complètement invalider les théorèmes de la territorialisation. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire 3 choses essentielles. D'abord, que la conflictualité a totalement muté dans notre monde. Les guerres ne sont plus aujourd'hui des chocs de puissance. Je ne dis pas que les puissances ne récupèrent pas les conflits pour les compliquer, les manipuler, l'intervention et tout ce qui s'ensuit. Ce que je dis, c'est que les racines profondes des conflits, autrefois, c'était le choc de puissance. C'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Russie, etc. Bon. Aujourd'hui, la conflictualité, elle est essentiellement intra-étatique et d'extraction sociale. Ce qui vient complètement modifier la grammaire des conflits. Et vouloir à tout prix nier, par un négationnisme incroyable, la nature nouvelle de la conflictualité, c'est vouloir à tout prix appliquer les anciennes recettes à des phénomènes tout à fait nouveaux. D'où ces erreurs gigantesques de l'intervention américaine en Afghanistan ou de l'intervention française au Sahel, qui non seulement nie la réalité profonde de ces conflits, mais vient ajouter une couche de militarisation sur des facteurs sociaux belligènes. Donc vous vous rendez compte le problème. Et ça, c'est quelque chose qui vient totalement, mais totalement remettre en cause la notion de sécurité. Et j'en viens à ma deuxième conséquence, qui est très très importante, la sécurité a muté. Autrefois, la sécurité, sur le plan intérieur, c'était le maintien de l'ordre public, mais laissez ça de côté. Sur le plan international, c'était la sécurité des nations face à l'ennemi stratège qui, à tout moment, vous menace. Ah. Ma sécurité, c'est Dominique qui n'arrête pas de la menacer. Et puis voilà, si j'arrive à neutraliser Dominique, je serai en paix. Vous savez ce que ça veut dire, neutraliser, hein? Bon, ils savent. Donc, je vois que tu es moi très... Aussi, moi aussi. Oui, mais ça n'a pas l'air de t'impressionner. Donc ça prouve bien que ces paradigmes ne fonctionnent plus. Bon, bref. Ça, c'était très simple, finalement, cette conception de la sécurité nationale, qui débouchait sur la notion de défense nationale, et qui faisait
que le militaire couvrait l'essentiel, même la totalité de cette défense nationale, puisqu'il fallait se donner un instrument d'endiguement, containment, disaient les anglo-saxons, de cette menace. Or, aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce qui nous menace, ce n'est plus l'autre, c'est la totalité. C'est-à-dire, la menace aujourd'hui, l'insécurité aujourd'hui, elle ne vient plus de l'ennemi stratège, mais elle vient du système dans son ensemble et dans sa totalité. Ce qui veut dire, et là c'est peut-être la phrase la plus importante ou la moins anodine parmi toutes celles que j'ai à prononcer, nous quittons les rivages du jeu à somme nulle pour entrer dans les rivages du jeu à somme cumulative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autrefois, dans la guerre entre Dominique et moi, ce qu'il gagnait, je le perdais, et ce qu'il perdait, je le gagnais. C'est le jeu à somme nulle. Et toute la diplomatie aujourd'hui est encore animée par cette obsession du jeu à somme nulle. Alors que nous sommes entrés dans un temps du jeu cumulatif. C'est-à-dire, si je veux être en sécurité, il faut d'abord que je sois certain que Dominique est en sécurité. Et ça, c'est tout à fait révolutionnaire. C'est-à-dire, la menace qui vient maintenant de Dominique, c'est pas son intention agressive, c'est par exemple le fait qu'il soit porteur d'un virus, qu'il soit en situation de grande pauvreté, qu'il soit en situation de déséquilibre, victime d'un déséquilibre climatique, parce que ça, j'en paierai de toute façon les conséquences. Et donc, on passe ainsi d'un temps de relations internationales structurées par la sécurité nationale à un temps de relations internationales structurées par l'idée de sécurité globale. Cette idée de sécurité globale devient le grand défi, ce qui fait, et là, je vais vous choquer pour la énième fois, la notion d'intérêt national n'a plus de sens. Si vous saviez combien ma tension monte quand j'entends nos politiques ou nos diplomates nous sortir l'intérêt national. D'abord, il faut que vous sachiez qu'intérêt national est une notion subjective. Il n'y a pas d'intérêt national. Il y a la manière dont chaque individu pense l'intérêt national. Mais ça, c'est encore l'optimum. Car la réalité, c'est la manière dont on manipule l'idée d'intérêt national pour justifier une décision qu'on prend. Qui, dans cette salle, serait capable de me prouver par A plus B que l'intérêt national de la France, c'est d'aller au Sahel, ou de ne pas y aller? C'est en fonction de la construction subjective que vous faites de la situation. Donc il n'y a pas d'intérêt national. Mais autrefois, ce concept d'intérêt national pouvait être opératoire parce que dans un jeu géopolitique qui ressemble à un jeu d'échecs ou un tournoi entre princes, on pouvait considérer qu'effectivement, l'intérêt national se cristallisait, comme disait Carl Schmitt lui-même, dans des situations de crise, parce que dans une situation de crise, quand il y a une guerre entre la France et l'Allemagne, là, j'admets que l'intérêt de la France soit de gagner et de faire perdre l'Allemagne, et le contraire de l'autre côté du Rhin. Bon. Mais aujourd'hui, face à la sécurité globale, mesdames et messieurs, il faut reconstruire la notion d'intérêt national qui transite nécessairement par l'intérêt global. Mon intérêt national, à moi, président de la République française, c'est que le Covid fasse le minimum de dégâts dans la société française et accessoirement dans l'économie française. Mais pour cela, je dois obligatoirement transiter par l'intérêt global. Car si je veux que la société française soit au minimum touchée par le Covid, j'ai besoin de m'assurer que le système global est en situation d'assurer cette protection. Sinon, non seulement ça sert à rien, mais ça va se retourner contre moi. Eh bien, ça, c'est une gymnastique extraordinairement complexe, qui est le grand défi, non seulement de notre 21e siècle, mais de notre 3e millénaire. Alors, il me reste combien de temps? Ce que tu veux. Oh, formidable. Bon, alors, petite heure, et puis ça va. Hein. À partir de là, rassurez-vous, je suis plus très loin de terminer, il y a une triple réaction. La première réaction qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser, c'est cette réaction de crispation. C'est tout un chapitre de mon livre que j'ai appelé la résilience. Vous avez probablement observé à quel point ce terme est employé à toutes les sauces.
Moi, ça m'énerve d'abord parce que c'est plutôt un anglicisme qu'un mot français. On a un beau mot qui est quand même chargé en plus d'épopée en France, qui est le mot résistance. On ne parle même pas de résistance de l'État. Pourquoi? Parce qu'on n'en est même plus à la résistance. La résilience, c'est faire le dos rond en espérant que ça passe. La résilience, c'est cet espoir de s'en tirer au moindre coup face à quelque chose qu'on ne domine pas. Eh bien, toutes nos politiques, pas seulement en France d'ailleurs, c'est la même chose au Bhoutan, c'est la même chose au Costa Rica, c'est la même chose en Espagne, c'est de s'en sortir à moindre frais. Bon, ça va coûter cher, mais faisons en sorte qu'on survive pendant ce temps-là et que ça ne nous coûte quand même pas trop cher. Cette politique de résilience est une politique terriblement conservatrice et en même temps incroyablement négationniste. Pourquoi négationniste? Parce qu'elle, justement, occulte l'aspect global, traitement global, gouvernance globale. Et elle le fait tout simplement par des raisons culturelles, c'est-à-dire on a appris que c'était comme ça qu'il fallait faire, et donc on ne va pas changer de logiciel, puis vers quel logiciel? Et d'autre part, parce que pour la classe politique, ce serait une perte considérable de ressources que de se convertir à la gouvernance globale. La gouvernance globale, ça veut dire, comme me disait quelqu'un que je ne nommerai pas, c'est passer de la diplomatie du mégaphone à la diplomatie modeste. Vous voyez qui ça peut être, la diplomatie du mégaphone? Bon, vous voyez ou vous ne voyez pas. Et la diplomatie modeste, ben, c'est la diplomatie dont on ne parle pas et qui est la diplomatie la plus efficace. Mais derrière ce conservatisme contre lequel il faut lutter, il y a deux forces qui s'affichent. La première, c'est la force de la nécessité. C'est-à-dire, économiquement, ça devient coûteux, le conservatisme. Donc, on essaye d'inventer. Quand on s'est aperçu que ne pas avoir de régime international de circulation des aéronefs, ça risquait de coûter très cher, on a abdiqué la souveraineté. Et tout le monde, y compris M. Trump ou M. Kim Jong-un, ont accepté de se plier aux règles de la Convention d'Ottawa, de la Convention de Varsovie en matière d'aviation civile. Voilà, c'est bien un abandon de souveraineté, comme quoi ça peut se faire, sans même sortir les trompettes, ça peut se faire. Malheureusement, ça ne se fait pas suffisamment, mais quand c'est nécessaire, ça se fait. Et puis, il y a autre chose qui joue, c'est la peur. C'est-à-dire, quand on a peur, on fait. Et là aussi, regardez, tous les progrès vers la gouvernance globale, c'est suite à les grandes peurs. Grande peur de la Première Guerre mondiale, SDN, grande peur de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été l'ONU, grande peur de la crise de 29, ça a été Bretton Woods, tout ça n'est pas l'idéal, mais tout ça va dans le sens de quelque chose qu'on considérait comme absolument impossible. Donc, ne me dites pas, enlevez déjà votre question sur l'utopie, il n'y a rien d'utopique dans ce que je dis, ça fait partie de la normalité des choses, l'incertitude, c'est à quelle vitesse viendra cette gouvernance globale. Et elle vient d'autant plus que si le politique est enquisté dans ce conservatisme, le social en est d'autant plus encouragé à agir. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde, regardez notre monde depuis 3 ou 4 ans, ce sont les mouvements sociaux, qu'il s'agisse de l'Amérique latine, le Chili, la Colombie, Haïti, etc., qu'il s'agisse de l'Afrique du Nord, du Soudan ou de l'Algérie, qu'il s'agisse des gilets jaunes en France, etc. Et donc, aujourd'hui, le social court plus vite que le politique et oblige le politique, qui est un vieillard essoufflé, à avancer contre vents et marées. Et alors, je termine, parce que je vois que tu as commencé à regarder ta montre. Oui, ça va. Bon, je termine sur cette idée de puissance mondialisée. C'est la partie positive de l'iceberg. C'est-à-dire, comment construire les politiques étrangères de demain. Alors, j'ai essayé de vous donner quelques repères. Regardez la sécurité globale, regardez la pression des sociétés, regardez comment il faut lessiver de vieux concepts, intérêt national, territoire, nation, etc. Parce que lorsque le Covid a fait son apparition, quelle a été la réaction des États? Ils ont tous nationalisé le Covid. C'est-à-dire,
on s'empare du Covid comme bien national, on ferme les frontières, ce qui est complètement idiot. Vous voyez, les vieux réflexes. Pourquoi fermer les frontières? Au début, on a même fermé les frontières intra-européennes. Mais si vous allez de Paris à Bruxelles, vous risquez moins d'être contaminé que si vous allez de Paris à Nice. Pourquoi? Parce que ce qui devient la variable déterminante, c'est plus la distance. La distance n'a plus de fonction dans le monde mondialisé. C'est la densité des interactions sociales. Et j'ai vu que maintenant, il y avait un retour à la mode des thés dansants. Marrant, ça. Faudrait qu'on y aille tous les deux. Bon, oui, ah bon, oui, il y a plein de reports généralisés. Ben voilà. Et donc, dans un monde de thé dansant, vous prenez beaucoup plus de risques que de faire Paris ou Ouagadougou. Bon. Mais ça, c'est des choses que dans un cerveau occidental, et il faudra que j'explique pourquoi je dis toujours occidental, ne passe pas. Alors, les puissances mondialisées. Face à cela, soyons plus précis dans la production des nouvelles politiques étrangères. Je pense que les nouvelles politiques étrangères sont en train, peu à peu, à bas bruit, de définir une forme nouvelle de puissance, qui n'est plus la puissance classique. La puissance classique, c'est les États-Unis, mais hélas, c'est aussi beaucoup la France. C'est les deux puissances classiques. L'autre jour, j'ai fait un débat avec un général. Et le général m'a dit « Les États-Unis et la France, ce sont les deux grandes nations qui restent. » Ah bon? Je dis « C'est quoi une petite nation ?» C'est quoi? C'est la Chine, petite nation. Hein, bon, il ne m'a pas répondu, ce qui n'est pas bien élevé. Bon, mais toujours est-il que face aux puissances classiques, il est en train d'apparaître une forme nouvelle de puissance mondialisée. La puissance mondialisée, c'est une puissance qui renaît en se ressourçant à la mondialisation et en gérant de façon active la mondialisation jusqu'à en tirer des bénéfices en retour. Vous voyez, encore une fois, je ne parle pas de disparition de l'intérêt national, mais l'intérêt national renaît en se plaçant sous le giron de l'intérêt global. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la puissance mondialisée est celle qui participe le plus activement aux échanges. Et vous savez, les échanges ont connu une ascension vertigineuse. Pour quand même vous donner un ordre de grandeur, en 1948, le commerce mondial, c'était 58 milliards de dollars. C'est-à-dire à peu près ce que coûte la rupture du contrat sur les sous-marins australiens. Vous savez que maintenant, le volume du commerce mondial, c'est 20 000 milliards de dollars. C'est-à-dire c'est une toute autre échelle. Bon. Et à l'époque, les États-Unis, c'était 22% du commerce mondial. Aujourd'hui, c'est moins de 8%. Alors que la Chine est passée à 15%. Bon, c'est vous dire que nous sommes dans un jeu d'échange auquel on n'échappe pas. La Chine et les États-Unis sont au bord de la guerre, mais en 2020, les États-Unis ont un stock d'investissement en Chine de 125 milliards de dollars. Alors, il faudrait savoir ce qu'on veut. Hein. Bon. Et je pourrais y continuer peut-être dans la discussion tout à l'heure. Donc, s'insérer dans ces échanges, et pas seulement économiques et commerciaux, échanges humains, échanges sociaux, échanges culturels, tout ce que vous voulez, il faut combattre les 5 plaies du nationalisme. Le premier, c'est ce que le très grand sociologue portugais, enfin mozambico-portugais, qui s'appelle Emílio Martins, avait appelé le nationalisme méthodologique. C'est-à-dire cette façon de penser tous les problèmes à travers le fil de la nation et d'oublier que chaque problème a une dimension mondiale. Ce qu'il faut faire, c'est exactement le contraire. Maintenant, quand vous travaillez dans une entreprise et que vous prenez une micro-décision, il faut toujours vous demander quel en est le soubassement et la pertinence mondiale. Alors que nous avons tendance à construire nos politiques publiques par rapport à la nation. Et de même, le grand sociologue, deuxième plaie, non pas lui, mais ce qu'il dénonce, le grand sociologue néerlandais Jan Hart Scholte nous dit attention au territorialisme méthodologique, c'est-à-dire tout penser par rapport au territoire. C'est-à-dire en gros, on bloque le territoire, on résout le problème. Attention. Troisième plaie, c'est le sédentarisme méthodologique, c'est-à-dire tout penser que tout se ramène à des données fixes,
alors qu'il faut savoir introduire les données mobiles. Le quatrième problème qui se pose, c'est justement cette reconfiguration de l'intérêt national dans sa dialectique avec l'intérêt global. Et enfin, la cinquième plaie, c'est bien entendu l'idée de rapport de force. L'idée de croire que tout se résoudra par un rapport de force, alors qu'aujourd'hui, tout est en train de se résoudre contre les rapports de force. Alors à partir de là, une bonne politique étrangère, c'est aussi d'associer de nouveaux acteurs. Les États ne sont plus les acteurs uniques des relations internationales. Sans les ONG, sans les sociétés civiles, sans les acteurs économiques, sans les acteurs culturels, sans les acteurs religieux, vous ne pouvez plus rien faire, et surtout contre le ou face au global. Nouveaux acteurs. Troisième élément, c'est la pluralité des échelons, des niveaux, le multi-level, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire que maintenant, les politiques étrangères, ce n'est pas seulement les États, c'est la coopération décentralisée au niveau des collectivités locales, mais c'est aussi les politiques étrangères au niveau des grands ensembles régionaux, politique européenne, politique arabe, politique latino-américaine, etc., etc. Et tout ceci implique une réflexion qui n'a jamais été menée sur les liens entre ces différents échelons. Depuis les discours polono-barniériens sur quand ça ne plaît pas, il ne faut pas obéir aux directives européennes, vous vous rendez compte de la régression par rapport aux enjeux actuels. Et tout ceci dessine certaines politiques étrangères qui ont compris que le rapport de force militaire ne servait à rien. Alors les premiers qui ont été servis, c'est les défaits, les battus. Le Japon et l'Allemagne ont été les premiers à comprendre que l'instrument militaire ne servait à rien parce qu'ils ne pouvaient plus l'utiliser. Et dans mon livre, je cite un article tout à fait remarquable, bon, on n'est pas obligé de partager, mais qui est très intéressant, de deux ministres des Affaires étrangères, le ministre allemand, Westerwelle, de l'époque, décédé depuis, et son homologue japonais, Okada, qui disait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une bonne politique étrangère, c'est une politique modeste, c'est une politique technique, c'est-à-dire qui essaye de gérer au quotidien ces défis globaux, et qui entend beaucoup plus s'appuyer sur l'échange et le partenariat que sur l'alliance. Nous sommes dans un monde de post-alliance, puisque l'alliance repose sur l'idée d'une pérennité de front, alors que nous sommes entrés dans le temps de la fluidité. Et ce temps de la fluidité accrédite l'idée d'un partenariat beaucoup plus que celle d'une alliance à laquelle on serait pieds et poings liés. Alors, cette expérience, je ne dis pas que l'Allemagne a réussi et est devenue la première puissance mondialisée, non. Je dis deux choses simplement. Que si vous soulevez le voile pudique qui est maintenu sur la politique étrangère allemande, vous trouverez de grandes surprises. Et notamment la manière dont elle joue de l'interdépendance, avec la Russie sur les problèmes du gaz, mais avec la Chine. Vous savez qu'il y a un récent sondage qui a été fait, vous avez peut-être vu ça dans un grand journal du soir, qui indique que 3/4 des investisseurs allemands considèrent qu'il faut continuer et renforcer les investissements allemands en Chine. Ce qui nous met très loin de ce paradigme de la Chine nouvelle ennemie. On pourrait parler des migrants aussi en Allemagne. Exactement. Le problème de la migration, c'est exactement la même chose. Donc il y a quelque chose qui se passe du côté de l'Allemagne, il y a quelque chose qui se passe du côté du Japon, qui est loin d'être fini, qui est loin d'être clair, mais qui est une perspective. Et vous en avez d'autres qui gèrent leur émergence de manière très positive dans leur rapport à la mondialisation. Et un exemple faramineux, c'est celui de la Corée du Sud. La Corée du Sud qui réussit à tirer de la mondialisation tout un tas d'avantages et de ressources qui lui mettent en position de capacité diplomatique bien supérieure aux vieilles puissances militaires. Et tout ceci débouche, et c'est terminé, sur le mot de conclusion qui est de dire l'avenir est à la solidarité égoïste.
Qu'est-ce que c'est que la solidarité égoïste? C'est être solidaire face aux grands défis globaux pour en retirer un profit ensuite. Rendons hommage à Mme Merkel, qui n'est pas de notre bord, hein, Dominique. Mais ce qu'elle a fait en juillet 2020, lorsqu'elle a accepté de mutualiser les dettes européennes, c'était de la solidarité. Mais quelle intelligente solidarité, dans la mesure où elle était formidablement égoïste, c'est-à-dire en renflouant les économies d'Europe du Sud, eh bien je protège l'économie allemande. C'est ça le devenir du monde, c'est pas d'aller sur des ânes jouer les Don Quichotte face aux moulins sahéliens. Il n'y a pas de moulin au Sahel, mais vous comprenez ce que je veux dire. Merci. Merci. Ce que tu viens de dire, Bertrand, me rappelle une vieille blague israélienne. On raconte que l'État d'Israël était en grande difficulté après la guerre de Kippour. Il y avait une situation économique tragique, etc. Et on réunit le gouvernement et on dit, voilà, on a une très bonne idée. On va déclarer la guerre aux États-Unis. Pardon? Il dit, oui, on va déclarer la guerre aux... C'est absurde. Il dit, non, regardez, l'Allemagne, le Japon, ils ont perdu, ils ont été renfloués, et tout va bien. Et à ce moment-là, Moshe Dayan dit, et si on gagne? C'est pas seulement pour le plaisir de la blague, qui est jolie, mais c'est parce que la principale objection qu'on peut faire à ton raisonnement, c'est de dire que ce que tu dis, visiblement, la plupart des grandes puissances ne l'ont pas compris. Et c'est quand même assez étonnant. Parce que, bien sûr, tu as raison, l'Afghanistan, l'Irak, le Sahel, le Yémen, on voit bien que la puissance n'est plus la puissance. Mais en même temps, Poutine, avec ses avions, a maintenu Bachar au pouvoir. Les Russes ont réussi à récupérer la Crimée. Bon, on peut discuter est-ce qu'ils y avaient le droit ou non, mais le fait est. Les Chinois, avec leur puissance, continuent à faire ce qu'ils font aux Ouïghours. Bon, parfois, on en dit beaucoup, mais bon, c'est quand même une réalité. On pourrait même dire que ce qui inquiète le plus les Israéliens aujourd'hui, c'est pas la puissance iranienne, c'est celle du Hezbollah, avec l'arsenal de missiles qui peuvent toucher tout le territoire israélien, etc., etc. Au fond, on a l'impression qu'il y a quand même des arguments pour dire que la puissance n'est plus la puissance, mais elle n'est pas complètement la faiblesse. C'est-à-dire qu'il y a une leçon tirée par les grandes puissances, qu'on voit bien aujourd'hui, c'est de plus que jamais s'armer. Les États-Unis dépensent plus que tous les autres pays du monde pour leur budget militaire. Et ça leur réussit. Et ça leur réussit. Monsieur Le Drian, on ne sait pas très bien s'il est ministre des Affaires étrangères, mais on sait qu'il a vendu des armes dans des quantités telles qu'aujourd'hui, on a 3 fois plus de ventes d'armes françaises que lorsqu'il est arrivé à ce poste-là. Donc, voilà, l'objection que souvent on entend à ton discours, à ton analyse, c'est celle-là. C'est de dire, oui, mais la puissance, c'est quand même encore la puissance. Voilà. Ça me fait pas peur. Même pas peur. Parce que, revenons sur ces arguments que j'entends, que j'ai déjà entendus pour certains. D'abord, méfions-nous de ce qu'on appelle trop précipitamment la victoire. C'est-à-dire, la Russie s'est engagée dans le conflit syrien. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un vainqueur dans le conflit syrien. Et je ne suis pas sûr que M. Bachar el-Assad, vu les conditions dans lesquelles il a été remis en selle, puisse se vanter d'avoir remporté une victoire, c'est-à-dire d'être en situation de pouvoir gouverner ce pays qu'est la Syrie. C'est-à-dire que, là aussi, très amicalement, tu as une lecture très conservatrice de la puissance, c'est-à-dire la puissance comme capacité de remporter des résultats à très court terme. Or, il faut savoir, j'ai pas eu le temps de dire ça, que nous sommes passés d'un monde court-termiste à un monde moyen-termiste. C'est-à-dire que la victoire à court terme, elle faisait sens autrefois. C'est ce qu'on appelait d'ailleurs les victoires militaires. Les victoires qu'on remportait sur le terrain étaient décisives de l'avenir de la guerre. Or, aujourd'hui, les guerres nouvelles, on remporte rarement des victoires,
hein, c'est-à-dire la Marne, Verdun ou Austerlitz, version moderne, on a du mal à les trouver. Et deuxièmement, quand il y a une victoire, et après tout la bataille d'Alger, elle avait tourné en 1957 à faveur de l'armée française, il n'y a plus de traduction politique. Et c'est-à-dire que on peut effectivement nettoyer, entre guillemets, la Syrie de tout un tas de poches djihadistes, et pour autant, la Syrie n'est pas redevenu ce régime bassiste tel qu'on le connaissait autrefois. C'est toute l'ambiguïté de la puissance. Et un deuxième argument qui me permet de revenir sur cette histoire de cerveau occidental, c'est que quand on est face à un mot, a fortiori un concept, demandons-nous s'il est traduisible dans d'autres langues et surtout dans d'autres cultures. Que veut dire puissance en Chine ? Les princes occidentaux imaginent la chambre à coucher, il doit être quelque chose d'ailleurs, de Xi Jinping, avec sur ses rayonnages Hobbes, Clausewitz, le colonel Galula, le général Trinquier et l'impérissable général avec lequel j'ai fait mon débat la semaine dernière. Mais ça, c'est pas du tout la philosophie chinoise. La philosophie chinoise, elle a une lecture beaucoup plus complexe et subtile de la puissance, qui n'est pas une lecture frontale et qui n'est pas une lecture guerrière. C'est-à-dire l'un des principes de Sun Tzu, c'était quand même de dire la meilleure des guerres, c'est celle qu'on remporte sans avoir à la faire. Et c'est là une toute autre équation qui, pour la Chine, a l'avantage de mieux se prêter à la mondialisation que la conception classique européenne, qui est une conception compétitive. C'est-à-dire tout se joue dans la compétition. Ça, c'est le modèle hobbesien, hein, les gladiateurs qui se battent entre eux. Dans le modèle chinois, alors, il faut afficher une capacité militaire, il ne faut pas exagérer. Hein, le budget militaire chinois est autour de 200 milliards, là où le budget américain est a dépassé les 700 milliards. Hein, donc, il faut aussi garder raison. Mais surtout, l'essentiel du levier de la puissance chinoise, il y a une puissance chinoise, mais ce n'est pas un levier militaire. Et je raconte toujours cette anecdote, quand j'avais dîné avec un certain nombre de diplomates qui s'écharpaient sur le conflit israélo-palestinien, l'ambassadeur de Chine était là en train de boulotter et ne disait pas un mot. Et moi, ça m'agaçait. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais alors vous, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous pensez? Alors comme ça, monsieur très poli, il a quand même posé sa fourchette et il m'a répondu, la Chine n'a aucun intérêt dans le conflit de cette région. Et il a repris sa fourchette, il a recommencé à bouffer. Bon. Et ça, c'est tout à fait la politique étrangère chinoise. C'est-à-dire, passons par le meilleur chemin pour arriver le plus vite possible à un but, et le but chinois, c'est les approvisionnements de la Chine, le développement de la Chine, etc. Et la guerre dont je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que je vous l'ai dit d'ailleurs, que dans le modèle occidental, c'était le passage obligé de toute réalisation, ce n'est pas du tout comme ça qu'on voit la Chine. C'est la raison pour laquelle les Chinois ont tendance à doucement rigoler lorsqu'ils entendent parler de nouvelle guerre froide avec les États-Unis, ce qui ne veut strictement rien dire dans leur esprit. Donc attention. Alors bien sûr, tu me diras, il y a les navires militaires chinois en mer de Chine, etc. C'est vrai, mais là c'est un autre aspect de la chose, qui est l'héritage impérial. D'ailleurs, la Chine est le plus vieil empire du monde. Elle contrôle ses marges. C'est dans son ADN. Comme la Russie, un peu. Comme la Russie, tout à fait. Alors, on va passer la parole à nos amis. Juste une précision pour toi et pour nous. Les Chinois ont un très grand intérêt en Israël. Ils sont en train de racheter le deuxième port de Haïfa. Les États-Unis sont intervenus en disant pas question, pas question. Et les Israéliens ont dit, excusez-nous, mais nous, on a du business avec les Chinois. Donc ça confirme ce que tu dis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intérêt pour le conflit, mais ils ont de l'intérêt pour les acteurs du conflit. Tout à fait. Alors, qui veut ? Bonjour, merci pour ce séminaire qui était passionnant. Alors moi, j'ai deux questions. La première, c'est les GAFAM dans tout ça.
Et la deuxième, c'est que moi, je suis biologiste et je sais que le nouveau variant viendra du Sud parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Alors, on n'est pas sorti du Covid et je pense que les politiques le savent parce qu'ils ont de spécialistes quand même assez qui les aident, comme le professeur comment il s'appelle, Alain Fischer. Je ne comprends pas pourquoi, en France, on continue à faire croire que vacciner les gens par une 3e dose va résoudre le problème. Merci. Merci pour ces deux questions qui effectivement, sont en plein dans le mille. Les GAFAM, évidemment, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est tout à fait ce nouveau paysage d'un monde dont l'intercommunication l'emporte en pertinence sur la confrontation. C'est-à-dire qu'on gagne plus dans la communication et dans le contrôle de la communication que dans la confrontation. Alors ça, c'est un premier aspect de la chose. Le deuxième aspect est tout aussi important, c'est-à-dire que du coup, ces opérateurs non étatiques deviennent encore plus pertinents que les États dans le jeu international, et que les États courent derrière de manière d'ailleurs assez hypocrite, parce que moi je suis ravi de la taxation minimalement de 15% pour les GAFAM, mais enfin c'est pas ça qui réglera le problème de tous les points de vue, tant du point de vue économique que juridique que politique, etc. Donc on s'installe durablement dans un monde où le contrôle de la communication deviendra autrement plus important que le contrôle des frontières, si vous voulez. Et j'ai pas eu le temps de vous dire, et ça je le regrette, et merci de m'en donner quand même l'occasion, à quel point cette communication plus que renforcée, déferlante, a pour effet de modifier en profondeur les imaginaires sociaux des individus. C'est-à-dire que du temps de mon grand-père, français j'entends, parce que mon grand-père persan c'est autre chose, mais mon grand-père français, son imaginaire, il était local et il commençait à devenir national. Du temps de ma mère, puisque mon père, encore c'est une autre histoire, l'imaginaire était national. Moi, toute ma vie, ma pauvre mère, je l'entendais se définir par rapport à l'Allemagne. Et il ne s'achevait pas un repas sans qu'elle dise « et encore un repas que les Prussiens n'auront pas ». Oui. Mais aujourd'hui, celles et ceux de ma génération, et surtout de la génération de ma fille, ont un imaginaire mondialisé. Ce qui aboutit à des résultats tout à fait remarquables qu'on ne sait pas analyser, qui vont, par exemple, du djihadisme d'un breton de souche qui tout d'un coup se fait appeler Mohamed Al-Fransaoui, par exemple. Bon, parce que lorsque on ressent un certain nombre de frustrations ou de colère, s'identifier au conflit des autres lointains devient une chose naturelle. Et ça bouleverse complètement le paysage mondial. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important et dont moi je pronostique sans grand risque de tromper qu'on n'arrivera jamais à le maîtriser, parce que le nouveau monde sera ainsi fait. Sur le plan de la santé mondiale, moi, en bon professeur tournesol, lorsqu'a commencé la crise du Covid, devant le micro de France Info, ou tous ceux qui posaient cette fameuse question très courante au printemps 2020, parlez-nous du monde d'après. Vous savez, ça se disait beaucoup, ça, le monde d'après. Bon, moi je disais, mais vraiment bêtement, je disais, le monde d'après, c'est un monde où l'OMS va avoir ses compétences solidement renforcée, et je voyais des priorités. D'abord, avoir des instruments de mesure harmonisés à l'échelle du monde, parce que quand vous comparez les scores entre l'Allemagne, la Russie, la Chine, l'Iran, vous pouvez être sûr que les instruments de mesure sont tout à fait différents, donc on est dans la panade la plus complète. Et puis ensuite, un certain nombre de normes beaucoup plus exigeantes, et enfin, l'organisation d'aides d'urgence en direction du Sud. Il ne s'est rien passé, c'est-à-dire que la nationalisation du Covid dont je parlais tout à l'heure a été plus forte que ce réflexe globalisant. Et vous avez tout à fait raison, l'essentiel de l'enjeu aujourd'hui, c'est une vaccination globale. C'est ça, et dans notre intérêt personnel. Alors moi, qui ai toutes les tares en même temps, 1, je suis vieux, 2, je suis à risque, 3, j'ai plein de tares et tout un tas de machins,
je fais partie des gens éligibles au troisième vaccin. Je vais me précipiter. En tant qu'individu, je vais me précipiter parce que si je le fais pas, ben, ça sera perdu, etc. Mais j'intègre tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire dans mon intérêt personnel. C'est beaucoup plus important que l'on fasse, que l'on vaccine l'Afrique, plutôt qu'on me troisième vaccin, avec quand même un tout petit amendement auquel on ne songe jamais. Mais c'était une réunion, on était ensemble, que mon esprit était éveillé là-dessus. Quand vous parlez à des experts de la santé nigériens, c'était l'exemple qui nous avait été donné, ou burkinabé, et vous dites, écoutez, nous, notre premier problème de santé publique, c'est pas le Covid, c'est le paludisme tue 500 000 personnes par an, hein, et depuis bien longtemps. C'est éventuellement Ebola, même si en ce moment Ebola laisse plutôt tranquille, c'est la dysenterie infantile, c'est la rougeole qui est à nouveau la tuberculose, exactement. Donc, il y a là un problème de gouvernance globale il y a un tel fossé entre les riches et les pauvres ou entre les forts et les faibles que l'idée de globalité ne convainc même plus les faibles. Tout à fait, mais... Pour prolonger un tout petit peu sur la Covid, quand même, c'est pour ça que je trouve... il n'y a pas de nationalisation des problèmes, parce qu'on voit bien... Mais en même temps, il y a des politiques nationales qui n'ont pas les mêmes résultats, parce que moi, je répète toujours, je vérifie tous les jours les informations sur les données du monde avec les sources qui sont des bonnes sources. La Corée du Sud a 40 fois moins de morts par million d'habitants que la France. Et je ne crois pas, à ma connaissance, d'après ce que je sais, que M. Véran ait eu un seul jour l'idée d'envoyer une délégation d'études pour savoir qu'est-ce qu'ont fait les Coréens du Sud et une dizaine d'autres pays asiatiques pour, face à la même menace virale, avoir des résultats aussi différents. Donc il y a aussi une capacité à quand même dépasser cette espèce, non pas d'occidentalocentrisme, mais de franco-francocentrisme qui fait que nous sommes la risée du monde, à force d'arrogance, et d'arrogance dont les résultats ne sont pas convaincants. Je veux dire. Ah, mais moi, je voterai à l'élection présidentielle pour le candidat qui m'assurera que lorsqu'il sera au pouvoir, dans chaque ministère, il y aura une direction générale des affaires internationales et comparatives qui soit le passage essentiel à toute prise de décision. Ce qui n'existe pratiquement dans aucun ministère. Et ça, c'est the problème, il faut le dire en anglais. Hein, the problème. Oui, là-bas. Il y avait madame aussi qui demandait... Oui, madame, il n'y a pas de problème. Il y en aura pour tout le monde. Ah oui, je peux garder le masque, mais... Non, je crois que pour poser la question, si, du moins... C'est mieux. Oui, parce que sinon j'avais du mal. Non, je peux l'enlever ? Oui, bien sûr. Bon. À condition de vous rhabiller juste après. Hein. Merci beaucoup. Hein. Vraiment, votre propos est tellement riche qu'on a envie de vous poser une multitude de questions. Bon, je vais me contenter. Surtout que par rapport au Covid, ça vient d'être un peu dit. Il y a un forum philo Le Monde là actuellement au Mans, et le thème c'est être humain. Et justement, ça rejoint philosophiquement un petit peu ce que vous êtes en train de développer sur le plan géostratégique. Seulement, à mon avis, il y a peut-être des questions qui restent en suspens. La première, c'est est-ce que vous ne croyez pas que les puissances n'ont pas tout à fait disparu dans la mesure où elles font faire leur guerre par procuration ? C'est-à-dire, elles déplacent les guerres, la Libye, le Liban, etc., etc. D'une part. Et puis d'autre part, il y a une espèce de réflexion a posteriori. L'un des diplomates les plus éminents a repris cette vieille idée. En Afghanistan, les Américains n'ont pas perdu militairement. Ils ont gagné militairement, mais ils ont perdu politiquement. Et nous, en tant qu'Algériens, on entendait ça pendant très longtemps. La France a gagné militairement.
Mais qu'est-ce que ça veut dire une victoire militaire si elle n'a pas de transcription politique? C'est un peu ce que vous disiez. Troisième et dernière question, c'est est-ce que vous ne croyez pas que ces politiques de puissance vont maintenant se prolonger par des constitutions d'axes? C'est-à-dire qu'il va y avoir, il semble se dessiner un certain nombre d'alliances sur le plan géostratégique qui peuvent non pas collectiviser la puissance, mais en tout cas la transformer en une puissance non pas d'une nation, mais de plusieurs nations. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Pour Dominique Vidal, la blague est racontée pour les pays musulmans avec une sourate à l'appui. Hein. D'accord. Ben, c'est moi qui vous remercie, en tous les cas, pour ces trois questions très, très, très fortes. J'ose pas dire très puissantes. Mais alors, sur le rattrapage des puissances à travers, justement, ces proxy wars, ces guerres de proximité. Par procuration. Par procuration, oui. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que vous avez tout à fait raison, et je ne l'ai pas suffisamment dit, de considérer que l'obsession de puissance reste un principe essentiel de la fabrication des politiques étrangères de la plupart des vieux États. Je dis la plupart parce que c'est pas vrai de l'Allemagne, pas vrai du Japon, même si quelquefois ça démange un peu, mais enfin c'est quand même pas vrai, etc. Mais c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les données ont changé, mais les princes, surtout quand ils ont été vainqueurs, restent les mêmes. Donc vous avez tout à fait raison. Deuxième élément, cependant, que je voudrais apporter en nuance de ce que je viens et peut-être de ce que vous avez dit, c'est que ces guerres par procuration, elles sont toutes perdues. C'est pas une bonne affaire, les guerres par procuration. Vous parlez de la Libye. Quelle bide, la Libye, pour tous ceux qui ont mis un doigt dans la machine. Et on pourrait dire ça d'à peu près. Et du Yémen. Alors, Yémen encore plus. Hein. Un futur ministre libanais a dit ça, ce qui a provoqué une crise d'hystérie, j'allais dire autre chose, mais comme je suis enregistré, j'ai pas osé le dire, de notre grand allié MBS. Donc, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Hein. Alors, sur le deuxième point, je suis totalement d'accord avec vous. Le problème n'est pas, je le disais tout à l'heure, de gagner une guerre, c'est la transitivité politique. Et la transitivité politique, elle ne fonctionne pas, justement. C'est-à-dire, vous pouvez même gagner militairement. Alors, qui a gagné sur le terrain? Vous savez, je suis pas sûr qu'il y ait une victoire militaire américaine en Afghanistan. Je suis même pas sûr de ça, parce que regardez dans quelles conditions les talibans ont repris le pouvoir. C'était à partir d'un contrôle des zones rurales qui était un contrôle assez serré. Or, ça, c'est une défaite militaire que de ne pas avoir réussi à chasser les talibans des espaces ruraux. Hein. Je ne suis pas sûr. Mais vous avez tout à fait raison. La non-convertibilité, je parlais de la bataille d'Alger tout à l'heure, c'est ça aussi. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire, la non-convertibilité de la victoire militaire en victoire politique? Ça veut dire que le militaire n'est plus, comme le croyait Hobbes, le régulateur du jeu international, que la puissance n'est plus le principe régulateur du jeu international. Bon, alors les alliances, là, je me permets, par amitié, d'être en désaccord avec vous. Parce que, moi, je pense que les alliances, c'est terminé. Vous savez, si vous regardez l'histoire des relations internationales, les alliances pérennes, organisées et institutionnalisées, style l'Alliance Atlantique, dans l'histoire du monde depuis Adam et Ève. D'ailleurs, Ève elle-même avait des alliances fluctuantes, hein, rappelez-vous. Bon. Dans l'histoire des relations internationales, les alliances pérennes, organisées et institutionnalisées, ça a duré en tout et pour tout 42 ans. À l'échelle de l'histoire mondiale. 42 ans, parce qu'on était pendant 42 ans dans un système polarisé, c'est-à-dire bipolaire. Avant, il n'y avait pas de système polarisé. Jamais. Et il y avait des alliances, mais qui étaient des alliances de circonstances. Ce que Pépé Thucydide appelait des symachies.
Voilà, c'est-à-dire des choses que, pour la circonstance, on montait, puis une fois que le but était atteint, l'alliance disparaissait. Eh bien, c'est ce vers quoi nous tendons actuellement. Et c'est devenu tellement volatile et fluide, et tellement pragmatique et utilitaire de ce point de vue, que au jour d'aujourd'hui, on ne peut même plus parler d'alliance, on parlera de partenariat. Alors, vous avez des gens qui sont très forts pour ça, je vais en citer 3. C'est pas mes copains, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. Je donnerai la médaille d'or en la matière à un certain Vladimir Poutine, qui quand même s'est payé le luxe de danser la danse des sabres avec le roi d'Arabie Saoudite. Imaginez Brejnev dans la même posture. Hein, bon. Quand même, bon, simplement, l'alliance, non pas l'alliance, le partenariat entre le même Poutine et M. Netanyahou, par exemple, s'entendait très bien. Et ça, dès la chute du mur de Berlin, hein, dès qu'un certain ambassadeur, M. Bovin, a été installé, c'était pas Poutine qui était au pouvoir à l'époque, c'était dans la transition Gorbatchev-Yeltsin, et tout de suite, on a monté un partenariat, parce que ça rend des services. Ça permet de gagner des trucs et de pas en perdre. Bon. Et puis on pourrait continuer les excellentes relations que Poutine pouvait avoir avec M. Salvini ou M. Berlusconi, et on pourrait ainsi continuer, voire avec Mme Le Pen. Hein. Et je suis sûr que demain, Montebourg va aussi en bénéficier pour les mêmes raisons. Bon, médaille d'argent, Erdogan. Erdogan, c'est absolument extraordinaire. Partenariat avec qui lui rapporte quelque chose. Et peu importe l'identité. Alors, avec Poutine, vous savez, l'histoire des relations turco-russes, c'est pas vraiment l'histoire de l'entente cordiale. Hein. Mais là, on en profite. On est en désaccord sur tout. Sur la Syrie, sur la Libye. Mais on monte les coups ensemble. Ça, c'est des nouvelles relations internationales qui défient le monde, n'est-ce pas? On va s'entendre. L'un soutient les djihadistes, l'autre soutient Bachar. On va s'entendre pour ficeler quelques avantages qui seront profitables aux deux. Et en Libye, c'est exactement la même chose. Faut quand même pas oublier que Monsieur Poutine soutenait le maréchal Haftar en compagnie du maréchal Sissi et du maréchal Macron, et pendant que Monsieur Erdogan soutenait le gouvernement de Tripoli. Bon, mais ça marche bien. Et puis la médaille de bronze, c'est Xi Jinping qui a reçu, pas lui, mais son ministre des Affaires étrangères, M. Wang Yi, qui s'est précipité pour recevoir M. le Mollah Baladar pour, à la hâte, bricoler une entente au moment où les Occidentaux se disaient « Est-ce qu'on peut négocier avec les talibans ? Ah, c'est compliqué, est-ce qu'on peut négocier avec les talibans ? Ils sont pas sympas, non, faut pas... » Bon... L'autre, Wang Yi, a dit, bon, ben voilà, j'en rencontre un, puis je veux voir ce que je peux bricoler. Évidemment, c'est une question... Enfin, si vous habitez dans un immeuble, que votre voisin de palier a une tête qui vous revient pas, et puis que c'est plus ou moins un sale type, mais si vous avez des problèmes de fuite d'eau, il faudra bien parler avec lui. Hein, bon, ben voilà, c'est exactement ça le problème. Juste parce que tu parlais de paradoxe, pour monsieur... comme vous le savez sans doute, dans la préparation de la guerre d'Irak, la deuxième, hein, celle de la guerre américano-britannique d'Irak, on projetait aux officiers supérieurs qui allaient partir en Irak la bataille d'Alger de Pontecorvo. Mais c'est très curieux parce que qu'est-ce qu'on voulait démontrer en projetant ce film? Parce que la bataille d'Alger montre le moment où les Français gagnent. Ah oui, ils gagnent dans la Casbah. Mais ils gagnent. Mais alors on voulait montrer que ça suffit pas de gagner pour avoir une traduction politique, ou on voulait montrer qu'avec un peu d'utopie, on pouvait penser que grâce à la victoire militaire, on allait avoir une solution politique. C'est très confus. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la tête du responsable américain qui a décidé de projeter la bataille d'Alger. Il n'y avait rien dans la tête, voilà. C'est justement pour ça que peut-être. Alors attends, il y a quand même... Madame, oui, depuis tout à l'heure, madame... D'abord, j'ai toujours une certaine sensibilité pour l'extrême gauche. Voilà. Et puis ensuite, tout de même, je voyais madame désespérément... Oui, depuis le début, là. Méfie-toi des frustrations, c'est belligène. Hein. Merci. Je vais vous le tenir. Oui. Monsieur le professeur, bonjour. Et merci pour votre intervention qui, pour moi, a fait écho à mon ancien cursus universitaire. Donc aujourd'hui, je suis enchantée
de revenir sur les bancs d'école en votre compagnie. J'avais exactement 2 questions à vous poser. Afin d'être certaine d'avoir compris les contours de votre pensée, je souhaitais savoir quelle place finalement le droit international occuperait aujourd'hui dans le cadre des nouvelles négociations internationales, en particulier au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies où s'exercent encore des rapports de puissance classiques. Qu'est-ce que ça va changer au niveau de la donne dans les rapports de puissance modernes ou qui évoluent en fonction de votre pensée? Et ensuite, finalement, la construction des nouvelles politiques étrangères mondialisées que vous avez expliquées aujourd'hui, on a bien compris, elles sont aujourd'hui au défi de relever l'urgence climatique. C'est pour elles peut-être une première étape dans leur construction et le raisonnement qui s'impose aux États de manière à trouver une réponse globale sécuritaire. Merci beaucoup. Pour votre première question, le droit international public, il a été entièrement forgé dans le contexte dit westphalien, c'est-à-dire de ce système international né en Europe avec la Renaissance. Donc, il est le reflet parfait de toutes ces catégories dont je disais qu'aujourd'hui elles vacillent, c'est-à-dire souveraineté, c'est-à-dire sécurité, intérêt national, etc. Donc, vous avez raison, pour cela, c'est une crise du droit international qui est une crise grave, qui est colmatée empiriquement et à bas bruit. Je parlais tout à l'heure du régime international de l'aviation civile. Ça a été une façon d'amender les principes sacro-saints de la souveraineté, de la territorialité, etc., à partir d'arrangements auxquels ont consenti les États. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer, c'est-à-dire où on s'accroche au vieux droit international et on est paralysé. Et vous avez tout à fait raison de dire que la meilleure illustration, c'est le droit du Conseil de sécurité, parce que le Conseil de sécurité repose sur cette légalisation de la puissance. C'est-à-dire, si vous avez plus de puissance, vous avez plus de droits, et cette légalisation de la puissance, c'est tout à fait un symptôme hobbesien. Donc, effectivement, le grand enjeu, c'est de faire bouger les choses de ce point de vue-là. C'est pas sûr qu'on y arrive. Alors, ce qui est intéressant dans le système onusien, vous savez, l'ONU, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne ONU et la mauvaise ONU. Hein, et la mauvaise ONU, c'est celle qui est crispée, justement, sur ses rapports de puissance. Et quel est le bilan du Conseil de sécurité? Pratiquement nul. Hein, il n'y a pas de résultats positifs, en tous les cas récemment. En revanche, il y a la bonne ONU dont on parle jamais. C'est celle de toutes ces agences sociales qui font des progrès gigantesques. Moi, je rends hommage au Programme alimentaire mondial qui, très justement, a gagné le prix Nobel de la paix parce qu'il fait exactement ce qu'il faut faire. Et il réussit. C'est pour ça que je me refuse de considérer qu'il y a de l'utopie dans tout cela. Véritablement, on est face à une architecture nouvelle des relations internationales. Votre deuxième question qui était, pardon ? Alors oui, pardon. Alors oui, ça risque de nous emmener très loin, mais pour l'instant, c'est tout à fait normal que ce soit sur les enjeux climatiques que les choses avancent le moins, pour une raison très simple, c'est que le malheur de l'enjeu climatique, c'est qu'il est exactement contraire à la rationalité politique. La rationalité politique, c'est dépenser le moins possible et gagner le plus possible à court terme. Or, résoudre les enjeux climatiques, c'est dépenser beaucoup à court terme pour gagner à long terme lorsque les opérateurs politiques seront sous terre. Vous comprenez, quand M. Modi annonce que l'Inde s'engage, que l'Inde aura sa neutralité carbone en 2070, j'ai calculé qu'il aurait 120 ans, ce monsieur, à ce moment-là. Donc, ça m'étonnerait qu'on lui demande des comptes. Hein. Voilà. Et ça, c'est tout le problème. Ça dépasse de beaucoup le droit. C'est une question de rationalité politique. Je dirais, pour faire court, parce que je sais qu'il y a d'autres questions, que pour résoudre ce problème, il ne faut pas une femme politique ou un homme politique, mais qu'il faut une femme ou un homme d'État. Et comme il n'y en a pas, eh ben, c'est pas demain, la veille, que ça oui, sera. Ici. Pour revenir un petit peu sur ce que vous venez de dire, on a bien compris dans votre... Pardon.
a bien compris dans votre exposé ce qui cloche, pour reprendre un terme familier, dans la politique internationale. Mais est-ce qu'il y a parmi les dirigeants actuels dans le monde, ou les pays dans le monde, un seul qui incarnerait les nouveaux enjeux, qui aurait compris ces nouveaux enjeux? Vous avez levé un peu un coin du voile en parlant de l'Allemagne et de la Corée du Sud. Oui. Il y en a d'autres. Le pape François. Et ça, c'est le juste retour de l'injure que lui avait envoyée Staline en disant « le pape, combien de divisions ?» Ben, c'est justement parce que le pape n'a pas de division qu'il peut se permettre de dire ce que celui qui a des divisions n'oserait jamais dire. Bon, ceci dit, je ne suis pas sûr que ce soit l'acteur le plus opératoire face à ces défis. Vous posez un grand problème, qui est le problème de la réinvention du politique. Le politique n'est pas réinventé. Et bon, bah, pourquoi croyez-vous qu'il y a un tel taux d'abstention aux élections? C'est parce que tout le monde a consciemment ou inconsciemment le sentiment que le politique d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les problèmes auxquels on est confronté. Hein? Est-ce que vraiment on va décider du sort de la France en se posant la question de savoir si les gens qui naissent en France doivent avoir un prénom français? Vous croyez que c'est ça qui va régler le problème de la sécurité globale? Hein? Encore une question et on doit finir. Voilà. Madame. Oui, merci beaucoup. Je voudrais revenir à ce que vous disiez sur l'ONU. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faudrait renforcer, disons, le mandat des organes de l'ONU. Alors, la difficulté, effectivement, disons, en premier, c'est un peu, ça dépend des thèmes. Moi, j'ai siégé au PAM, à l'OMS. Au PAM, c'est un peu plus complexe que vous le disiez. C'est toujours un Américain à la direction. Les Américains disent que nous, notre avantage, ce sont notre surplus alimentaire. Vous autres, vous surpayez pour les transports. Ça, c'est votre avantage comparatif. Bon, je n'insistais pas. Mais pour l'OMS, je voulais vous dire que là, j'ai siégé aussi. Et c'est vrai que l'OMS a beaucoup de défis, mais il y a aussi une incapacité d'utiliser des instruments qui existent beaucoup à cause des techniciens qui siègent beaucoup aux organes de gouvernance. Mais je vous donne 3 exemples d'exception. C'est que, quand vous disiez, vous avez tout à fait raison, il faut comparer ce qui est comparatif et comparable. Et on a fait un effort pour faire une espèce de, disons, copier un peu le PNUD, qui a cet index du développement mondial. C'était Madame Gro Harlem Brundtland qui voulait absolument qu'on fasse la même chose pour la santé. Elle a insisté, elle a aussi cherché des données en dehors de ce que donne le gouvernement, ce qui mettait les Américains en fureur, parce que dans l'absolu, c'est vrai que la France qui avait gagné, et le ministre d'ailleurs Douste Blazy n'était pas très content parce que Bercy disait « Vous n'avez plus besoin d'argent, vous êtes les meilleurs, donc restez avec votre budget ». Et deuxièmement, on a fait une autre chose. Quel était le meilleur système quand on tenait compte des ressources? Et c'était la Colombie la première, les États-Unis le numéro 12 qui mettaient les États-Unis en fureur, et c'est là qui montrait la faiblesse, disons, du mandat, parce qu'ils sont plus alliés avec la Suède, entre autres, qui n'était pas content de son emplacement non plus. Et c'était la première, la deuxième et la dernière fois qu'on a fait disons, indicateur des systèmes de santé. Est-ce qu'on pouvait apprendre des uns et des autres des pratiques, des meilleures pratiques. Et par ailleurs, je dois dire, parce que quand on utilise ce qu'il y a dans le système de l'OMS, on a quand même pu faire. Je vais vous donner 3 exemples. Non, on n'a plus le temps. Il faut que je réponde quand même. Je peux vous dire qu'on a pu contrecarrer le Big Pharma qui voulait enlever le mandat de l'OMS qui contrôlait les médicaments contre le sida et a enlevé cette fonction qu'elle avait pour les pays pauvres et qu'on a pu maintenir ce mandat, ce qui a fait que on a pu élargir le recours aux médicaments dans les pays pauvres. Merci beaucoup. Bertrand, dernière réponse. Tout ça est très important et mériterait beaucoup de développement. Ce que je voudrais dire, c'est que l'une des conditions de réalisation de ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est quand même, vous avez raison, d'endiguer l'effet d'expertise qui peut être très polluant dans cette affaire, mais
l'urgence, c'est l'implémentation. C'est ce que les anglo-saxons appellent l'implémentation, c'est-à-dire la traduction en décisions concrètes. Vous savez, c'est incroyable quand on voit la COP26, alors sur le climat, tout ce flot de paroles, cette langue de bois, qu'est-ce qu'on a dû déforester pour avoir un tel stock de langue de bois? Enfin, c'est absolument incroyable. Il faut casser ça et passer à des décisions concrètes. Le moment est venu aux décisions concrètes. C'est la raison pour laquelle, moi, ce que je propose, c'est que pour les 3 secteurs sensibles de l'alimentation, du climat et de la santé, qu'il y ait un Conseil de sécurité qui prenne des décisions contraignantes, contraignant les États, qui ne sont pas forcément des décisions révolutionnaires, mais des débuts de décisions concrètes. Parce que tant qu'on saura dire « Oh, moi, en 2125, c'est promis, je couperai plus un arbre », bon, ça sert à rien de dire ça. La planète a le temps de crever. Bon, mais prendre même des micro-décisions sur un point technique, sur l'utilisation ou la non-utilisation de tels médicaments ou de choses comme ça, eh bien, avoir un Conseil de sécurité, exactement comme le Conseil de sécurité, mais sectorisé, et c'est là, donc l'urgence, c'est l'implémentation. On ne peut plus attendre les décisions. Et l'expertise, on s'en fout. Ce qui importe, c'est la décision. Voyez. Est-ce que je peux ajouter, Bertrand, que pour nos amis qui sont là, c'est très intéressant d'aller relire le rapport de Kofi Annan sur la réforme de l'ONU. Parce que dans ce rapport, prudent, diplomatique, etc., qui quand même lui a valu son poste, lui a coûté son poste, Kofi Annan avançait toute une série de pistes qui sont encore aujourd'hui des pistes subversives. Tout à fait. Notamment dans la fin du type de droit de veto. Non pas du droit de veto, mais du type de droit de veto. Kofi Annan proposait des majorités de la population mondiale nécessaires pour les décisions. Ce qui est une autre chose que le droit de veto. On n'y arrivera jamais. Donc, parce qu'il y aura veto américain sur cette réforme du droit de veto. Disons qu'il y avait beaucoup de pistes. On n'est pas dans l'utopie, on est dans des choses qui sont en débat. Oui, mais là, on n'y arrivera pas. Tandis que passer à des conseils de sécurité sectoriels, ça, on peut y arriver. Parce que un État n'a pas tellement intérêt. Merci beaucoup à Bertrand Badi et merci à vous.